Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Nous allons parler des principaux événements de la semaine passée. Et avec moi ici donc pour en parler, Boukhalifa Ben Mamar, analyste politique. Merci Boukhalifa d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci à vous. Merci de nous accueillir encore une fois. Merci à tous nos invités. Merci. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, est avec nous. Merci Karim. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec nous, Soufiane Djilali au téléphone depuis Alger, qui va rester un court moment avec nous. Il nous a demandé de le libérer. Soufiane Djilali, nous allons donc vous garder pour un des trois sujets. Nous allons parler de la libération et du procès et de la libération de la mise en liberté plutôt des journalistes, des deux journalistes, de la libération des généraux et de l'affaire de l'inauguration de l'usine de M. Rabarab en France. Alors, pour ce qui est du procès et de la libération des journalistes, j'arrive vers vous dans une seconde après les titres. Aujourd'hui. Le Monde. En Algérie, 2 journalistes ont été remis en liberté. Algérie Focus. Justice, les 5 généraux-majors libérés de prison. Al-Watan. La France déroule le tapis rouge à Issad Rabrab. Soufiane Djilali, merci donc d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je salue vos invités. Merci. Alors, Soufiane Djilali, au sujet de ce procès des 2 journalistes, il y en a d'autres qui attendent d'être jugés, Abdou Sammar et Boudiab. Alors, Marwan Boudiab, qu'est-ce que d'abord vous pourriez nous dire au sujet de leur interpellation dans des conditions qui ne sont pas loin de ressembler à un lynchage? Oui, c'est un peu ça. C'est des conditions rocambolesques. On était tellement choqués de voir la façon dont cela a été mené, en particulier tambour battant par une chaîne privée. Et c'était tellement scandaleux que même ceux qui défendent la liberté de la presse, défendent les journalistes, ont eu un moment de recul. Tout le monde s'est posé la question, y a-t-il quelque chose de gravissime qu'auraient commise ces journalistes? Vous savez, dans la vie, on ne sait jamais trop où aller. Mais en fin de compte, la montagne a accouché d'une souris. Et devant le juge, le dossier était évidemment vide. Il n'y avait absolument rien à reprocher à ces 2 journalistes. Et là, on voit tout le montage incroyable et scandaleux de la part d'une chaîne de télévision qui est là, en fait, pour répandre de la haine, diviser les Algériens, créer des problèmes assez gravissimes. Donc, il fallait dénoncer absolument et la façon dont cela a été conduit, condamner cette arrestation de journalistes qui, en fin de compte, ont passé 17 jours en prison simplement pour avoir repris un commentaire qui a été publié par ailleurs. C'est inadmissible. Soufiane Djilali, les chefs d'inculpation, d'après ce que nous ont rapporté les avocats, sont de 2 types. Alors, le premier chef a été, comme vous l'avez dit, parce qu'ils ont tout simplement relayé un commentaire d'Amir Abouraoui, juste relayé. Et le second chef d'inculpation concerne le beau-frère de M. Le Walid Al-Zour, qui se trouve être un promoteur immobilier. Et donc, ce n'est pas le beau-frère de M. Zour qui a attaqué, mais c'est la wilaya avec les frais d'avocat payés par la wilaya et tout le reste. Oui, c'est ce qui est assez étonnant et en même temps scandaleux. Et ça révèle une forme de panique à l'intérieur du pouvoir. On ne commet pas ce genre d'erreur lorsqu'on a sa lucidité. C'est un pouvoir qui est en train, en réalité, à travers cette affaire, de vouloir faire taire les gens. Ils veulent créer la peur, de manière à ce que les journalistes, mais aussi les artistes, les sportifs, qui ont été impliqués soi-disant au nom du réseau d'MRDZ et que sais-je encore. Mais comme vous le savez, nos propres militants sont mis sous pression. Nous avons
le représentant de Mouatana, Constantine, qui est en prison depuis maintenant plusieurs jours et qui passera devant le juge le 13, tout simplement, semble-t-il, à cause d'un dépôt de plainte d'un simple citoyen contre lui pour diffamation. Et plus que cela... c'est bien ça. C'est Abdelkrim Zerilesh. En plus de cela, il y a eu une perquisition dans son domicile et dans son bureau de travail, à partir duquel il émettait quelques émissions sur une chaîne web. Et là aussi, tout son matériel a été enlevé. Et apparemment, les accusations sont un peu plus sévères puisqu'il lui reproche un outrage au président de la République. Excusez-moi, j'ai deux questions pour vous. La première est que l'article 50 de la Constitution interdit formellement de priver un journaliste de sa liberté pour un délit de presse, quel qu'il soit, le délit de presse, même s'il est avéré. Et de deux, comment peut-on accuser quelqu'un d'outrage au président de la République d'un dessin ou d'une déclaration qu'on a trouvé dans son disque dur qui n'a pas été rendu public? Eh bien, tout le problème est là, mais en fait, de la Constitution, il ne reste plus rien. Nous sommes face à un pouvoir qui défend ses acquis, qui est sur la défensive, qui a peur de la suite. Il a peur pour deux raisons essentielles. La première est que le président de la République, sur lequel ils ont accroché tous leurs espoirs, n'est plus en état fonctionnel, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, s'il devait y avoir un outrage, je pense que c'est la famille du président de la République, ainsi que tous les responsables qui utilisent un vieil homme grabataire, malade, qui est en état de maltraitance, c'était eux qui auraient dû être accusés d'outrage pour la fonction de président de la République. Alors, le deuxième problème qu'ils doivent régler, c'est que face à cela, il y a un refus général de la population. L'opinion publique n'accepte pas l'idée du 5e mandat. Or, ils ont tout bâti et tout construit sur la personne du président. Ils savent qu'avec le départ de Bouteflika, c'est tout le système qui s'effondre, parce que comme un chapiteau, il est rattaché à l'axe central. Bouteflika a été la colonne, l'échine centrale de ce régime-là, et ils savent que c'est le régime qui s'effondrera avec l'impossibilité du 5e mandat. Et sur le chapitre de la pression, je voudrais juste rajouter une chose. Ce 1er novembre, j'avais décidé de sortir dans les rues de la Casbah pour rendre hommage aux héros de la bataille d'Alger. Et plusieurs de nos militants avaient été arrêtés pendant plusieurs heures par la police pour, encore une fois, nous empêcher de sortir. Même, ce n'était même pas pour manifester ou dire quoi que ce soit contre le 5e mandat, mais pour rendre hommage aux martyrs de la Révolution. Alors, Saint Gilali, avant de vous libérer, une question. Quelle est votre lecture sur cette sortie de M. Louh, ministre de la Justice, contre Ouyahia, qu'il a littéralement attaqué de façon très violente? Pourquoi, d'après vous, ce ne doit pas être un hasard? Non, ce n'est absolument pas un hasard. Ça s'inscrit tout simplement dans une trame où on est en train de voir les différents centres de décision à l'intérieur du pouvoir et autour de Bouteflika s'entre-déchirer. Il n'y a plus de cohésion interne. C'est un gros problème auquel doit faire face maintenant le pouvoir, c'est qu'ils ont perdu leur cohérence. La preuve, encore une fois, Bouteflika avait désertifié autour de lui la classe politique et il avait créé un système dans lequel, autour de lui, il y avait des centres en opposition et en antagonisme les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, que Bouteflika n'est plus fonctionnel, eh ben, ce sont les antagonistes qui apparaissent. Alors, on l'a vu à travers l'affaire de la cocaïne, le départ et la déchéance de l'Hamel, des généraux. On le voit, on l'a vu pour l'APN et la manière avec laquelle a été chassé Saïd Bouhadja et maintenant à l'intérieur du gouvernement entre les ministres des différents clans. Tout cela augure d'une phase qui peut devenir violente dans les prochaines semaines, puisque le pouvoir est en déperdition et c'est dans ces moments-là qu'il peut devenir extrêmement dangereux et violent. Merci, Soufiane Gilali. Au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci.
Alors, Karim Tabou, au sujet de cette histoire des 2 journalistes, puisque d'autres journalistes attendent leur procès, qui ont été arrêtés, et je rappelle qu'il s'agit exclusivement de la presse électronique. Pourquoi donc ce tir groupé contre des journalistes de la presse électronique, contre des artistes, contre un footballeur, contre le frère d'un grand blogueur sur les réseaux sociaux, Amir DZ? Pourquoi au juste avoir ciblé les réseaux électroniques? Enfin, merci. Moi, je ne suis pas surpris. Ce sont des pratiques qu'on a connues depuis, depuis fort longtemps. Autant contre les partis politiques, les militants, que les journalistes, que les universitaires. Souvenons-nous, il y a 2 ans, des enseignants à l'université, à l'intérieur de l'université, furent tabassés par des paldaguias envoyés de l'extérieur. Donc les procédés des étudiants qui manifestaient avaient été arrêtés par des policiers qui ont été mis dans des bus, dispatchés sur les wilayas. Il y a des étudiantes de Béjaïa qui se sont retrouvées de nuit à Rilizan. Au milieu d'autoroutes. Vous imaginez les procédés. Ils sont en train de sophistiquer, j'allais dire, les méthodes de répression. On a vu. Et pourquoi la presse électronique? Est-ce parce que par rapport à la presse classique, elle commence à échapper, à ne plus agir en électron libre? Je pense que ce qui s'est passé pour ces journalistes, moi, j'en tire 3 observations majeures. La première, il est positive. Je pense que, voilà encore une fois, la mobilisation, la solidarité, le travail militant paye. Et en fait, quand on fait tout le bruit qu'il faut, toute la mobilisation qu'il faut pour marquer son indignation face à ces méthodes, mais également sa solidarité avec les journalistes, en fait, on crée l'événement, on crée une situation et on ne peut pas ne pas tenir compte de cette situation. Et ces journalistes, ils ont fait preuve de ténacité, de résistance, de militantisme, en fait. C'est un vrai maquis que d'être journaliste aujourd'hui. C'est un vrai maquis que d'être un militant politique dans ce pays. La deuxième et la troisième remarque, je vais être un peu pessimiste. Moi, je pense que si on prend un peu de distance et on regarde, il n'est pas inintéressant de s'interroger sur ce feuilleton interminable, cyclique, d'histoire qu'on nous fomente et depuis l'histoire des généraux, et puis l'histoire des journalistes, puis l'histoire du Parlement, puis l'histoire de la polémique avec Ahmed Yahya, il y a une espèce de gestion cyclique des conflits, des débats, et au fait, tout est fait, tout est organisé pour désorienter, à défaut de désorienter, orienter les Algériens, le débat, vers des débats qui sont importants, mais qui sont dans le contexte actuel. Pour moi, ils ne sont pas aussi importants que le vrai débat de la situation du pays, la situation politique, les scénarios possibles d'évolution de la situation, mais surtout, c'est un pays qui va connaître un événement politique majeur, c'est l'élection présidentielle dans moins de 6 mois. Et la situation semble rester plate et rien n'indique que les choses vont évoluer vers le mieux. La troisième remarque, puisque on a bien vu ces derniers temps, l'appareil ou le ministère qui devait avoir le plus de travail, c'est la justice. On est dans un pays où il y a eu une succession de scandales, de pratiques illégales, d'activités illégales, etc. Et cette justice-là, encore une fois, donne la preuve que nous n'avons pas d'État au sens moderne du terme, mais que nous n'avons pas de justice. Encore une fois, les décisions de la justice évoluent au gré de l'évolution des décisions politiques. Et justement, Belmamar Boukhalifa Belmamar, justement, je mets les prénoms avant les noms. Oui, pas de souci. Justement, le vient de déclarer, et j'aimerais que nous puissions discuter à bâton rompu, vous n'êtes que 2, il ne faut pas hésiter à s'interrompre l'un l'autre. Alors, Monsieur le ministre de la Justice a déclaré publiquement, nous regardons tous dans le blanc des yeux, que la justice était vraiment indépendante. Il a insisté sur cette... D'abord. Ensuite, il attaque Yahya sur sa gestion des années 90, quand il a mis les cadres en prison. Donc, j'aimerais bien que nous puissions en parler tout à l'heure. Mais sinon, ce que je voulais dire au sujet de la justice, c'est que l'article 50 de la Constitution dispose clairement qu'aucun journaliste ne peut être mis en prison pour un délit de presse. Oui. C'est mis comme ça.
Or, ils ont été mis en prison. Oui. Pour délit de presse. Ça veut dire qu'on n'a même pas cherché à contourner les chefs d'inculpation. Ils ont mis délit de presse. Oui. Ils ont mis diffamation et ils ont mis atteinte à la vie privée. Oui, c'est le propre de tous les systèmes qui sont conçus de la même façon. C'est-à-dire que la machine s'emballe, et quand elle s'emballe, donc elle ne respecte même pas elle n'observe même pas les règles qu'elle-même a établies. Donc depuis 2014, on ne criminalise plus, il n'y a plus de délit de presse. Oui. Voilà. Mais cette disposition date de 2016. Oui, mais c'est la dernière mouture. Oui, tout à fait. Mais sauf que là, les machines s'emballent. Ce n'est pas parce qu'elles s'emballent, elles ne fonctionnent pas. C'est parce que le ministre de la Justice est toujours subordonné aux autorités politiques. Donc il n'y a pas d'indépendance de la justice. Il aura beau le dire, ce n'est pas vrai. Oui, et puis il faut pas se voiler la face. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Du moins sur le plan façade. Donc on dispose d'une chambre haute, d'une chambre basse, on dispose d'un gouvernement. Les textes ont consacré une certaine liberté ou indépendance de la justice sur le plan des textes, ce qui n'est pas encore, il y a à revoir. Mais on n'est pas dans une démocratie, et encore moins dans une démocratie balbutiante. Puisque tout l'arsenal institutionnel, donc à commencer par les services de sécurité, on est en présence, en l'occurrence le cas des journalistes, le cas de l'affaire Abdou-Soumal, qui a été entendu le jour même où il a été arrêté sur des allégations dont le procès-verbal venait d'être rédigé en même temps. C'est-à-dire que je vous arrête tout de suite, enfin, c'est pas que je vous arrête, je vous kidnappe en quelque sorte, et puis je vous interroge sur la base d'un procès-verbal qui a été rédigé une demi-heure après que je vous mets la main dessus. Oui. Donc, sur le plan juridique, c'est quand même c'est kafkaïen. Mais le problème, c'est que, pardon de vous interrompre, je vous en prie, c'est qu'ils ont été interpellés pour deux délits qu'on leur reproche, deux chefs d'inculpation plutôt. Alors, d'abord, d'avoir attaqué le beau-frère de Zour, le Walid d'Alger, qui est promoteur immobilier. Et c'est la wilaya qui attaque, pour atteinte à la vie privée. Et le deuxième, c'est au sujet d'Amir Abouraoui, qui a mis un commentaire sur sa page Facebook. Oui, qui a été rapporté par... Ça a été seulement relayé. Oui. On ne peut pas inculper quelqu'un, le mettre en prison, parce qu'il a relayé un commentaire. Oui, mais là, c'est-à-dire que si on fait un focus sur ces deux événements qui sont présentés par les autorités comme tels, on perd un peu l'effet de perspective. C'est que cette arrestation est à mettre en perspective de ce qui se passe depuis au moins 2 ans. Donc, on a beaucoup d'exemples où on a des journalistes professionnels, des journalistes citoyens qui croupissent en prison. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a même un qui en est mort. Oui, voilà, ouais. Dans des conditions dramatiques. Dramatiques, oui. Par contre, ce qui est important à mesurer pour nous, c'est le degré d'implication de la société, c'est l'amour que peut porter la société et l'engagement qu'elle peut porter à ça, parce que ce n'est que la fenêtre par laquelle où les gens arrivent à s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la foire fouille. Hein. Donc, on a des sites qui font de la désinformation, donc qui travaillent pour des officines occultes, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, ils sont connus. Mais ce qui a marché cette fois-ci, c'est une forme de solidarité interprofessionnelle qui a transcendé les différences des uns et des autres. Ben justement, nous allons voir un petit passage d'un journaliste qui est censé être solidaire avec ses confrères. Or, c'est lui qui a porté plainte contre ces journalistes et c'est lui qui fait cette déclaration hallucinante. Vous allez écouter maintenant, après leur libération. للحديث عن قضايا الابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسعد باستضافة الزميل الرئيس المدير العام لمجمع النهار. أهلا بك أستاذ. مرحبا نصر. إذن أستاذ نتحدث بداية من آخر قضية ما حدث بالأمس بمحكمة بيرما ودرايس، تجمع أمام المحكمة، تأسيس أكثر من 20 محامي في القضية. يعني أنتم بحكم أنكم أحد الضحايا في قضايا السب والشتم، كيف استقبلتم قرار العدالة؟ اولا السلام عليكم. بالنسبه للقرار العداله هو قرار سيد. حنايا من اول يوم لجأنا للعداله، واللجوء تاعنا للعداله كان يعني تسمى بحكم انه نحترموا العداله. لما نتعرضوا للظلم ولا يعني الغبن ولا حاجه نلجؤوا للعداله، ما عندناش خيار اخر. نحتسبوا لله اولا ازاء كل ظالم، ومن بعد نروحوا للعداله. نحتسبوا لله لانه المولى عز وجل هو اللي ياخذ الحق في الدنيا والاخره، ونروحوا بعدها للعداله لان العداله ايضا لازم تقتص من الظالم.
في القضيه هذه تعرضنا للاعتداء. انا ولد الصحراء من المحرم من البيض، ثم احنا في التقاليد تاعنا واحد يقيس لك الشرف يعني ويمسلك زوجتك ولا يمسلك باباك ولا اي اساءه، حتى نهضروا برصاص، ما كانش هضره تاع قانون كاع. ولكن رغم ذلك رحنا للعداله ويعني وكما يقول لك نحترموا العداله ونذعنوا العداله، واحترامنا العداله مش وليد الامس. احترامنا العداله قضيه مبدئيه ومن قديم الزمان، نحترموا العداله ولما نظلموا نروحوا للعداله. يعني اجراءات قمتوا بها كاي مواطن جزائري، يعني بعيدا على انكم رئيس مدير عام لمجمع النهار. لا الاجراءات يعني لجأتم الى القضاء؟ لا جانا للقضاء ونظلوا نلجؤوا للقضاء، وكل مره بالنسبه لنا قضيه القضاء هذه قضيه مبدئيه، انه فيه احتكام للقانون عن طريق القضاء. اي واحد يظلم ولا اي واحد يعني يسيء ولا حاجه روحوا للعداله. الان انا الشيء اللي ما فهمتوش كي تظلم كاين فئه من الناس يجمهروا قدام العداله، وكل مواطن الزوالي البسيط في 48 ولايه يتغبن ويروح العداله ولا يتغبن ويكون في العداله ولا حاجه. انا عمري ما شفت واحد تجمهر هكذا قال هذاك المواطن وليد المنطقه الفلانيه ولا حاجه لازم نتجمهروا ونضغطوا على العداله. الضغط عن طريق العداله يتم دائما من طرف نفس المجموعه، وهذه مجموعه تاع اشخاص كانوا يدافعوا على الارهاب. وقت الارهاب هما كانوا يدافعوا على الارهاب، معروفين اسم باسم. يعني هما نفسهم نفس الاشخاص هذو من 92 من 93 نفسهم يتاسوا يدوا شكاره من الجبل، والتكليفات يعني باش تدافعوا على الارهابيين لما تقبض عليهم مصلحه الامن دائما من الجبل. للتذكير فقط استاذ، يعني هناك يعني Alors, parlons des avocats. Monsieur le PDG de Nahar a déclaré que ces gens qui ont défendu, qui se sont solidarisés avec les journalistes et qui les ont défendus, il parle des avocats, ont l'habitude de défendre les terroristes, comme si les terroristes n'avaient pas droit à un avocat de toutes les façons. Il dit tous, hein, tous, un par un, il dit, au défendu des terroristes. Et plus grave que ça, il dit, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude de ramener l'argent du maquis. Il le dit publiquement dans sa chaîne. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez? Dans un pays démocratique où la justice est réellement indépendante, chaque propos aurait dû être un procès. Ouais. Chaque mot de ces propos aurait été un procès. Et lui dit qu'il fait confiance à la justice. Et malheureusement, si on remonte un peu loin, on voit bien que la manière dont la crise politique a été traitée a laissé justement des séquelles, mais a laissé des espaces à ce type d'interprétation, de dépassement et puis de violence. Parce que de là à traiter des avocats, de gens qui ramènent Shkara Mjbel, c'est un acte assez grave. Mais passons à l'essentiel. Ne nous attardons pas sur ces affaires-là. À mon avis, on est dans un pays où la prime à la violence, toutes les violences, la violence verbale a pris le dessus parce qu'il n'y a pas d'instruments, il n'y a pas d'institutions qui font régner la rigueur et la loi. Et d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure, avant d'écouter l'intervention du directeur de Nahar, deux choses. L'histoire de la Constitution qui a consacré, qui fut présentée à l'opinion publique comme une grande avancée en matière de protection des journalistes. Si on contextualise cette évolution entre parenthèses, c'était un moment où l'Algérie était dans les plus bas des classements en matière de liberté d'expression. Donc il fallait trouver une parade, il fallait juste introduire un texte et le vendre sur le plan international. Il le laissait à un stade purement théorique. D'ailleurs, beaucoup d'organisations avaient mordu à l'hameçon. L'Algérie, par la suite, fut reclassée de nouveau. Elle a gagné des points pour la simple raison qu'on a introduit quelque chose dans le texte. Oui. Malheureusement, ce jeu de triche, cette ruse avec l'opinion publique nationale et internationale, parfois elle paye. En tout cas, elle fait gagner du temps. Elle fait perdre du temps. Excuse-moi de t'interrompre, Karim. Prenons la position qu'occupe actuellement l'Arabie Saoudite dans le monde des droits de l'homme. Donc elle est à la tête d'une institution qui est censée défendre les droits de l'homme. On sait très bien ce qui s'y passe. Donc je pense que le plus important, indépendamment de l'artifice
communicationnels sur lesquels on peut jouer. Bien sûr, mais je pense que ce qu'il faut souligner, et là tu as raison de le dire, c'est que tous ces propos-là, 10 juin, à la virgule près, donc, vont générer un procès à part. Mais l'analyse du discours du directeur de Nahar, qui fait référence au droit coutumier, en disant que je dois me faire justice moi-même. Et tout de suite, c'est un discours schizophrénique. À la fois, il reconnaît la violence qui doit être exercée par l'État, par l'institution de l'État, et a-t-il, à un moment donné, dit qu'il a renoncé à user de sa propre violence, à la violence coutumière, pour se faire justice contre... Il a dit, nous, on croit en la justice. Voilà. Il roule des mécaniques, puis il dit, non, nous, on croit en la justice. Et puis, mais le problème est que... Oui, allez, je vous laisse poursuivre. Oui, et puis ce qu'il avance aussi, ce qui est relativement grave, c'est qu'il porte atteinte à une corporation qui a payé aussi un lourd tribut depuis pratiquement l'indépendance. On a beaucoup d'avocats qui se sont engagés dans les mouvements démocratiques en faveur de l'instauration de la démocratie en Algérie depuis 1962 et même bien avant, donc qui ont payé, avec les journalistes, qui ont payé un lourd tribut. Et en 92, à partir de 92, il a la mémoire courte, ce bonhomme-là. Mais le drame, c'est que il est au service de qui ? Tout le monde le sait, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je pense que cette histoire de quelque chose qui s'est fait ou on a consenti quelque chose comme étant une avancée démocratique au profit de l'opinion nationale ou internationale ne fonctionne pas, au fait, réellement. Donc finalement, ça a été mis juste... Dans certains cas, ça fonctionne. Vous savez, on était à l'Assemblée nationale, l'essentiel des projets de loi qu'on nous ramène au débat sont plutôt des adaptations aux exigences internationales. Lorsque vous voyez des projets, par exemple, comme projet de la modernisation de la justice, les droits de la femme, les droits des enfants, les droits des journalistes, tout ça est un canevas par lequel les autorités algériennes vendent une image à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, et c'est plusieurs fois rapporté par la presse, y compris par le Maghrébien, les classements de l'Algérie par les organisations internationales. Et je pense que ça fait tellement mal que des fois, la réponse est de faire des adaptations, de faire des améliorations que sur le plan des textes. Mais la pratique, tout le monde sait que les lois qui sont appliquées en Algérie ne sont pas les lois écrites. Les lois qui fonctionnent dans ce pays ne sont pas écrites. Or, les lois écrites ne sont là que pour servir de décor. C'est trop gros. Alors, on dit dans un article de façon claire qu'aucun journaliste ne peut être privé de sa liberté. Une peine privative de liberté, c'est comme ça que c'est. Pour un délit de presse, et l'alinéa est très court, est très clair, il n'est pas ambigu. Et puis là, on vient mettre des... Il y a une disposition dans la loi électorale qui dit, pour être candidat aux élections présidentielles, tu dois présenter un document que tu attestes que tu es en bonne santé. Oui. On n'est pas à la première opération. Ils l'ont présenté, ce document. Le certificat médical a été présenté. Donc on ne nous dit pas qui est le médecin qui l'a délivré. En tout cas, on voit bien que les autorités, le pouvoir, les gens qui sont à proximité du pouvoir peuvent s'arroger tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent mettre à disposition, on a bien lu dans des articles de presse, des rapports qui ont été donnés par des gens, que dans le scandale du Boucher, il y a quelqu'un en dehors des institutions qui arrive à placer des responsables dans les plus hautes autorités sécuritaires administratives du pays. Lorsque la vie publique n'est pas institutionnalisée, lorsque la vie dans un pays n'obéit pas à une logique d'institution, elle se déroule en dehors du cadre institutionnel, lorsque les lois qui sont appliquées ne sont pas les lois écrites, et les lois écrites ne sont là que pour servir de décor, c'est ça la crise de ce pays. Voilà la crise politique, la nature de la crise qu'on est en train de vivre. Et nous allons passer au sujet suivant, celui de la libération des généraux. 5 généraux qui ont été mis en prison. On nous a affirmé pour enrichissement illicite, qui semble être un peu un pléonasme pour un général. Enrichissement illicite, c'est un peu... Mais tout le monde sait que les généraux, hormis quelques rares exceptions, s'enrichissent très légalement en recourant à des crédits bancaires, à des commissions sur les armements, à des tas de choses. Et ils ne craignent pas de rouler carrosse, d'exposer leur fortune, celle de leur famille. Donc on les a mis en prison, soi-disant parce qu'ils sont enrichis illicitement.
Et on a suggéré un peu partout dans les médias proches du régime qu'ils seraient mouillés, impliqués dans cette affaire de cocaïne dite du boucher. Et puis là, d'un coup, on les relâche. Pourquoi, nous dit-on? Pour raison de santé. Alors qu'il y a un de leurs généraux, Hassan, général Hassan, qui est en prison depuis plusieurs mois maintenant, dont l'avocat Khaled Bourayou est en train de crier sur tous les toits qu'il est très malade. Lui, on ne l'a pas libéré. Comme on n'a pas libéré beaucoup de ces détenus politiques qui sont depuis des décennies en prison, dont plusieurs sont morts de cancer et d'autres maladies du genre. Et eux, donc on les a libérés, peut-être parce qu'ils avaient un méchant rhume ou un pic de tension. Encore une fois, si Jamel, si on remet ça dans le contexte, on a bien fait tout un débat à l'Assemblée nationale sur l'histoire des impôts, des taxes, et puis, par la suite, le chef de l'État, on le présente comme étant le sauveur qui vient, qui annule la loi de finances, et qui annule les débats de l'Assemblée, et qui décide contre toute attente Et il y a eu la tripartite. Le Premier ministre organise une rencontre avec les patrons et les syndicats dans la perspective d'engager. Puis par la suite, le président. C'est toujours la gestion par le contexte. Je pense qu'à un moment, il fallait. C'est la technique qui fut utilisée. Dire que dans le courant, de la lutte contre la corruption et que finalement, le président, on a décidé de faire de son 5e mandat, le cheval de bataille, c'est la lutte contre la corruption. Et on vend ce discours. Et puis à côté, pour les besoins d'apaisement. Et là, c'est un jeu pervers. C'est un jeu vraiment pervers. D'un côté, on fait tout un cinéma pour dire aux Algériens, finalement, le chef de l'État, il est là, il prend des décisions, il est sensible aux souffrances sociales de la population, il est sensible à la situation des travailleurs, il est sensible à l'université, il est sensible à tout, donc il prend des décisions. Et puis à côté, quand des décisions risquent de provoquer des remous, des lectures politiques, des évolutions politiques, c'est lui qui arrive. C'est lui qui arrive et puis il libère les journalistes, il libère les généraux, il libère et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a contradiction ici avec l'OE qui a dit que la justice était indépendante. Ces gens qui sont entre les mains du juge d'instruction, mis en mandat de dépôt au tribunal militaire de Blida, selon la loi, la Constitution, nul ne peut interférer. Nul. Le juge d'instruction est censé être très indépendant. Or, ils ont été libérés sur l'instruction de, nous dit-on, Monsieur le Président de la République. Oui, comme Karim vient de le dire, il y a une opacité déjà à l'origine de cette action. C'est-à-dire quand on a décidé d'entamer cette forme de main propre un peu à l'algérienne, mais encore une fois, c'est une opération qui est menée dans une opacité. Personne, en fait, ne sait pourquoi vraiment. Est-ce qu'ils voulaient faire un coup d'État? Tout à fait. Et quand on les libère, je mets libéré entre parenthèses, puisqu'ils ne sont que remis provisoirement en liberté, puisque les affaires continuent sont pendantes, ils sont libérés dans l'opacité la plus absolue aussi. Mais ça, c'est le propre du système, de vouloir faire la pluie et le beau temps, pour résumer de façon un peu caricaturale. Ce que vous venez de dire, c'est que lui tire les ficelles par derrière pour provoquer des arrestations, pour provoquer tout ça, parce qu'on a décidé de faire cette opération en main propre, qui est purement de la communication, mais aussi parce que certains centres de pouvoir qui peut-être, je suppute, parce qu'on n'a rien de transparent sur la nature de notre système, certains centres peuvent montrer leur exaspération face à probablement un hypothétique 5e mandat. Donc on essaie de les neutraliser par anticipation. Mais Boukhalifa Ben Ouamar, moi ce qui me dérange un peu dans ces histoires, c'est que c'est un peu ce ridicule qui ne tue pas décidément. Un article 50 qui interdit formellement de mettre des journalistes en prison pour délit de presse. Ils les mettent en prison. Un ministre de la Justice qui arrive, qui hurle sur tous les toits que la justice est indépendante et il l'assène, il martèle qu'elle est indépendante, et le président de la République annule une instruction en cours pour faire libérer des inculpés, des mises sous examen, pardon.
mais ça ne semble déranger personne. Non. Même la presse, dans son ensemble, ne réagit même pas à ce genre d'outrance. Ce sont des outrances. Non, mais c'est-à-dire qu'entre nous, en Algérie, entre nous, les gens le disent. Et puis les militants politiques sur le terrain le disent. Les gens qui sont engagés dans le mouvement associatif le disent. Ceux qui sont engagés d'une façon ou d'une autre en faveur du changement et l'avènement de la démocratie en Algérie le disent. Mais le drame, c'est que on prend le système médiatique algérien qui est quand même tenu en perfusion par l'État, ne peut pas aller à l'encontre de son donneur d'ordre. Donc à l'intérieur, quand vous prenez... Pourquoi ils n'essaient pas d'aller un peu dans le cadre de leur propre loi? Pourquoi ils n'essaient pas d'arranger les affaires de façon à ne pas être trop outranciers, ne pas être dans les forfaitures comme ça de ce genre, dans les violations de leur propre constitution? Pourquoi n'essaient-ils pas d'être un peu plus adroits? Ce n'est pas à vous que je vais rappeler le passage de Machiavel quand le roi est arrivé dans une contrée où les sujets de la contrée se sont plaints du comportement du gouverneur local auprès du roi, et le roi décidant de décapiter sur le champ, lui-même, avec sa propre main et sa propre épée, de décapiter le gouverneur local. Sur le coup, ça a fait plaisir à tout le monde, mais les gens avertis avaient compris. Le message était le suivant. Si le petit gouverneur de la localité donc, vous a traîné dans la boue, regardez-moi ce que je peux en faire et ce que je peux faire aussi de vous. Je fais capitaliser tous les torts sur la tête de quelqu'un, je l'élimine alors qu'en fait ça vient de moi. Oui, mais je montre aussi que moi je suis capable de faire plus que ça. Donc c'est quand même assez machiavélique comme procédé. Mais encore une fois, la profondeur d'engagement des citoyens en faveur de la liberté est une réalité. Le souci chez nous réside en quoi? C'est que le système accordant 50 cm² d'espace de liberté s'en accapare les 2 mètres cubes qu'il y a aux alentours. C'est à l'image des bombes FAO. Donc on crée un espace de liberté virtuel et on coupe tout de suite l'oxygène. Donc on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On s'est attaqué aux réseaux sociaux. Souvenez-vous, on en avait parlé. On avait dit que de toute façon, les prochaines cibles du système vont être ceux qui sont à la marge, mais qui réellement font énormément de choses. Donc on a beaucoup de créateurs artistiques qui profitent des réseaux sociaux et du monde numérique pour s'exprimer. Donc on a des petites productions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de grands moyens pour parodier, pour faire une parodie artistique sur Internet. On a besoin d'une petite caméra, même à la limite avec son téléphone portable, un petit logiciel à 2 francs, 3 sous, on en fait un montage, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que ces espaces-là emballés pour chasser. Il faut dire, le système a eu recours, il a coupé Internet. Oui. L'épreuve du bac, et puis par moment, quand ça lui chante. Donc aujourd'hui, les Chinois qui ont mis au point ces procédés marchent très bien en Algérie. Donc on a repéré les gens. Aujourd'hui, bien sûr, la technologie vient des États-Unis. On est capable de venir sur votre téléphone pour voir les sites sur lesquels vous êtes. Même les conversations privées que vous êtes censés avoir avec des amis à vous, que ce soit des discours, enfin des échanges à caractère politique ou autre, ils sont su. Donc oui, et là, en l'occurrence, il paraît qu'ils ont mis des sociétés étrangères sur le coup, qui font du très bon travail. Mais le plus important, qu'est-ce qui s'est fait? C'est qu'on a diabolisé tout ce qui peut être un véritable support en faveur d'une ouverture démocratique, c'est-à-dire le contre-pouvoir que sont la presse. Donc ne parlons pas du syndicalisme qui est complètement... donc la centrale syndicale du parti unique, hérité du parti unique, qui est un suppôt du système, donc là, ce n'est pas la peine de revenir. Mais vous imaginez, depuis les 2 dernières années, le sort qu'on a, ce n'est pas Karim qui va me contredire, le sort qu'on a réservé aux syndicats autonomes. Oui. On a eu le cas des syndicats de la Sonelgaz. Laminé, quasi laminé. Complètement. Quel est le tabou? Je voulais, vous avez utilisé le terme outrance. Ouais. Outrance, c'est une mesure. C'est une mesure par rapport à quoi? À quel moment on peut considérer que telle chose est outrancière dans ce pays? Je pense qu'il n'y a pas de limite. Dès lors qu'on est dans un pays... Ça reste relatif. Ça reste relatif. Et quand dans un pays où la Constitution, toutes les lois, indiquent bien, autant au niveau d'une mairie, d'une assemblée populaire communale,
que l'Assemblée populaire de Wilaya, que l'Assemblée populaire nationale, le président est élu pour une durée de mandat. Et on fait tout un cinéma, on fait sortir un article d'un règlement intérieur qui annule un article de la Constitution. Ça ne se passe nullement dans aucun pays au monde. C'est quoi en l'occurrence? C'est l'article qui dit qu'il y a des problèmes d'incompatibilité avec le président du Parlement. Oui. Et on tire dans une logique de fatwa qui n'a aucune origine, ni religieuse, ni intellectuelle, ni politique, et on annule, monsieur, des dispositions constitutionnelles. Et je rajoute de l'eau à votre moulin. Celui qui a rédigé le règlement intérieur qui parlait d'incompatibilité. Il parlait d'incompatibilité de fonction. De fonction. Alors qu'eux, ils l'ont transformé en incompatibilité d'humeur. Ils ont dit, comme on ne s'entend pas avec lui... Déjà, incompatibilité est comprise dans un document qui s'appelle règlement intérieur. Oui. C'est un règlement interne au fonctionnement d'une institution. Mais on a tiré des conclusions et on a annulé, on a amendé, entre parenthèses, en dehors de toutes les normes de on a violé la Constitution purement et simplement. On a violé la Constitution. Mais on n'est pas la première. On a eu l'habitude. On a eu le ministre du Commerce qui, Rabbi Rahmou, il vient, il dit qu'il y a eu des opérations qui ont été menées par des lobbies. Et ils sont venus au ministère, ils sont rentrés, nous ont donc tout menacés. L'outrance est une unité de mesure. On la mesure à quoi? Et j'aimerais également donner une remarque générale. Si on prend une distance de tous ces sujets-là, on voit bien que dans ce pays, d'une manière méthodique, on augmente du taux de peur des gens. On augmente, mais d'une manière très relative, des tensions. Le tout est de laisser l'Algérien sentir qu'il est dans une situation de peur, qu'il est inquiet, mais juste la dose suffisante pour lui faire accepter les choix politiques qui vont être décidés. Nous allons rester dans le... Plutôt, nous allons changer de sujet, nous allons passer à celui de M. Rabarab, dont l'usine a été inaugurée par M. Macron. Alors, Boukhalifa, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Sachant que le président de la République française n'est pas comme le dernier maire d'Algérie qui passe son temps à inaugurer des usines. En France, on inaugure rarement ce genre de projet. Oui, alors, donc il y a une double lecture à faire. C'est que le président français, donc, de par son parcours, était banquier. Donc il n'est pas novice en matière économique, oui. Ça d'une part. Et d'autre part, ses rapports avec l'Algérie dite économique ne datent pas d'aujourd'hui, puisque lui-même, en tant que ministre de l'économie sous le gouvernement de M. Hollande, avait procédé à l'inauguration de l'usine de Renault en Algérie. Ouais. Et donc les tractations ont été menées aussi avec lui à la tête du ministère. Donc la lecture à la fois politique aussi, c'est qu'on est encore... Justement, est-ce qu'il n'y a pas message adressé au régime algérien à travers cette inauguration de l'usine M. Al-Barab, qui a de toute façon plusieurs usines ici, plusieurs projets dans Brandt et d'autres. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que M. Macron sait très bien que M. Al-Barab n'est pas en odeur de sainteté au sein du régime, qu'à un certain moment, il a fait quasiment étalage de ses ambitions à un destin national. Il ne l'a pas caché avant de se rétracter, probablement sous les effets de menaces, de pression. Mais là, M. Macron semble s'être aligné de ce côté-là. Est-ce que ce ne serait pas un message politique ? Oui, mais je pense que M. Macron, quand il a envie de faire passer ces messages au pouvoir algérien, donc ils ont des canaux par lesquels ils ont l'habitude de communiquer. Donc c'est pas un souci. Et quand quelque chose ne leur convient pas, ils le font savoir par les traditions de communication entre la France... Non, mais ce genre de choses, généralement, ça ne se communique pas par... généralement, on envoie des messages subliminaux qui laissent
le partenaire comprendre ce qu'on veut dire derrière. Le fait de ne pas avoir envoyé de feu vert pour un 5e mandat, si en plus vous allez inaugurer des usines à Arbrab, ça peut paraître... Alors, donc, à la fois la chose, comme je vous ai dit, lui, ancien banquier qu'il est, donc ancien ministre de l'économie, donc n'est pas novice dans la matière d'économie, et en plus l'implantation de l'usine en elle-même dans une zone complètement sinistrée, donc tout le nord de la France, de la Picardie, de la Nord-Picardie jusqu'au nord et en remontant. Les Ardennes. Donc voilà, donc c'est une zone qui est complètement sinistrée sur le plan économique. Donc à terme, il y aura peut-être 1000 emplois en jeu. À terme. Contrairement à ce que disent certains, 10 000 emplois, ce n'est pas le cas du tout. Tout à fait. À terme, dans 3 ou 4 ans, on ne sait pas. C'est comme le cas de l'usine de Renault à Oran. On avait dit que les projections du début étaient de 75 000 unités par an. Visiblement, ils estiment que s'ils arrivent à en produire 25 000, c'est déjà pas mal. Oui. Mais c'est vrai que les bras ouverts donc, peuvent laisser le champ ouvert à toute supputation. C'est-à-dire, est-ce que M. Balab n'est pas en train de se faire adouber par le pouvoir français, éventuellement, en vue de briguer des responsabilités très importantes. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que le débat est biaisé, encore une fois. C'est que c'est cette capacité qu'a M. Balab à organiser un peu sa communication. S'il a une ambition politique, ce qui peut être légitime, mais je pense qu'il y a un minimum vis-à-vis de nous et des Algériens, c'est que cette ambition soit assumée dans la clarté et que les rapports entretenus par le passé avec le système en place, parce que je ne vais pas le reformuler en disant que M. Balab, en tant que capitaine d'industrie, je ne vais pas le dire, a bénéficié des largesses du système. Il a bénéficié de certaines facilités durant les années 90. Et ce n'est un secret pour personne. Voilà. Karim Tabou, donc est-ce que c'est un message subliminal, politique? Est-ce que c'est un événement juste économique? Enfin, notre ami, il a fait la première partie, le descriptif de Macron, des enjeux en France, mais je pense que ces dernières années, le simple fait d'évoquer Arbrab induit par des mécaniques mentales un débat politique, un débat économique, un débat même, disons, de région. Ne cachons pas ces débats-là. Et nous allons devoir les aborder avec sérénité. Si nous remontons un peu en arrière, on se souvient de la démission ou du retrait de Arbrab de la Fédération des chefs d'entreprise en Algérie. Par la suite, l'organisation fut restructurée, impliquée dans les affaires politiques, et elle devient un des instruments de politique en Algérie. Moi, sur le plan économique, j'ai eu l'honneur d'assister à une séance de travail avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, en présence de Arbrab. Donc, il a fait un exposé et il a été interrogé lors des échanges sur ses initiatives économiques, sur sa projection future. Il informe l'assistance qu'il avait souhaité, qu'il avait même déposé un dossier de demande d'autorisation pour un immense investissement au niveau du port de Cap Junet. Cet investissement, qui fut d'ailleurs bloqué, devait, selon Arbrab, générer 1 million d'emplois, 25 000 PME, PMI, 150 000 entre centres de dépôt et... 1 million d'emplois? Oui. C'est imaginable, ça? Oui, en tout cas, c'est ce qu'il a défendu comme projet. Et par la suite, donc, à la question de savoir pourquoi un tel projet n'a pas suscité l'intérêt, n'a pas séduit les autorités, et là, on se retrouve dans le terrain politique. Pourquoi? La façon dont fonctionnent les affaires économiques, c'est comme les affaires politiques, c'est dans l'opacité absolue. Et aujourd'hui, la gestion des affaires économiques, ils obéissent d'une manière claire au dictat politique. Par rapport au régime algérien et aux perspectives électorales très proches, est-ce que ceci peut rentrer dans ce cadre-là? Est-ce que M. Macron, dont tout le monde dit qu'il refuse de donner un feu vert pour un 5e mandat, contrairement à son prédécesseur, M. Hollande, est-ce que cette frilosité de M. Macron, qui semble craindre
un tsunami migratoire au cas où ça tournerait mal en Algérie, est en train de jouer une autre carte électorale en Algérie que celle de M. Bouteflika? Enfin, je ne peux rien dire, d'autant plus que la première personne concernée, M. Arbrab, semble dire à ses amis qu'il n'était pas intéressé par une ambition politique quelconque et qu'il reste... Ce n'est pas ce qu'il a dit dans l'affaire Al-Khabar. Quand il voulait acquérir Al-Khabar, il avait dit « ils ne sont pas de mon clan, c'est pour ça qu'ils sont après moi, parce qu'ils ont peur de moi, que je n'aille en politique », il l'a dit clairement. Mais en tout cas, ces déclarations, et je ne suis pas son porte-parole, oui. il disait très clairement qu'il n'était pas intéressé dans le contexte actuel par une quelconque ambition politique, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on a même lancé des pétitions, des soutiens pour qu'il se présente aux élections présidentielles. Ce que je sais que ce dossier est doublement lié à la manière dont sont gérées les affaires économiques. Dans le pays, on a subi des pressions, on a acquis des choses, mais dans le contexte de manque total de transparence, et parfois même, il y a eu des marches, il y a eu même des mobilisations. Une marche est une manifestation politique. Dès lors qu'un problème économique est posé sur la sphère publique et il entraîne des mobilisations de population, c'est de la politique par excellence. Et lorsqu'on a été sollicité à donner un point de vue et à participer dans ce débat, il y a toutes des choses à relativiser. Il y a un besoin de rassurer la population sur les investissements et sur leur impact, autant sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'économie, mais également nécessité de décrypter la situation sur les pressions que subit Arbrab. Ça peut être des pressions de nature politique, ça peut être également des conflits d'intérêts qui impliquent même des réseaux au-delà de notre pays. Et je pense que la France, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la France est là, elle mise avec une telle anticipation sur l'événement. Je pense que la France continue de faire pression pour arracher le plus possible de gâteaux, de gains. La raison d'État, comme ils disent, chacun... Je pense, Jamel, tu es tellement gentil, tu utilises des mots de nature ou de rapports subliminaux. Je pense qu'on est dans la barbarie la plus directe. Des gens considèrent que ce pays est une proie à prendre. Ce pays a adopté une politique toute simple. Et je résume. L'Algérie, malheureusement, quand on essaye de trouver la trace de ce pays à l'extérieur, on s'aperçoit très bien que ce pouvoir en Algérie a décidé d'une formule toute simple. Tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Tout céder à l'extérieur... Ce sera le mot de la fin, mais peut-être quelque chose à rajouter ? Oui. Comme je vous avais dit en début, moi je fais mienne cette citation de Diderot qui dit que toute dispense est une infraction à la loi. Je pense qu'elle est valable dans le monde politique. Est une infraction à la loi. Oui, et la moitié de la citation, c'est que tout privilège est une atteinte à la liberté générale. Tout à fait vrai. Tout céder à l'extérieur ? Tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Merci Karim Tabou, merci Bouchalva Ben Mamar, merci Soufiane Djilali, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair b'slama.